Bonjour à toutes et tous, ou tous et toutes. Dans le langage, je suis obligée d'ordonner, mais voilà, j'aimerais bien les mettre à égalité. Je ne sais pas encore dans mon langage donner les deux à égalité. Mmh. Grande question aujourd'hui. Faut-il avoir peur du grand méchant IA? L'arrivée de ChatGPT dans nos salles de classe a fait souffler un vent de panique sur notre communauté enseignante. Alors que faut-il en penser? Comment analyser avec esprit critique ce nouvel outil? C'est Cécile et Gaëlle qui vont nous accompagner sur cette réflexion. Et je suis ravie vraiment de vous accueillir toutes les deux. On va parler histoire de l'intelligence artificielle, on va parler prompt, un mot que vous allez nous expliquer. On va parler forme scolaire aussi pour terminer. Et pour terminer sur les enjeux pédagogiques liés à cette nouvelle arrivée dans nos classes. Et pour commencer, Gaëlle et Cécile, ou Cécile et Gaëlle, comme vous voulez, est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes? Gaëlle, honneur aux jeunes. Ah, très bien. OK, très bien. Alors donc, Gaëlle Allais, moi je suis, professeure d'espagnol donc depuis 2015. J'ai d'abord été un temps dans l'académie de Lille et je suis depuis 2020 dans l'académie de Poitiers et j'enseigne, essentiellement en collège. Cécile? Elle me dit pas tout alors qu'elle fait plein d'autres choses, hein. Ah, Alors Cécile Catelin, professeure de lettres, depuis moi plus longtemps, depuis 2000, dans l'académie d'Orient-Tours et puis en parallèle donc formatrice numérique pour des instituts privés et aussi podcasteuse, c'est dur à prononcer, à mes heures perdues, puisque j'ai créé une plateforme Clapotis sur laquelle intervient aussi Gaëlle, qui ne l'a pas dit, et qui fait aussi des podcasts en espagnol pour aider nos jeunes à bien travailler en synchrone et asynchrone. Voilà pour résumer. j'aurais dû, comme vous vous connaissez, vous proposer une présentation croisée. C'est sympa ça aussi. J'y penserai la prochaine fois. Ouais. Merci à toutes les deux. J'aime bien commencer ces entretiens par une définition, ou en tout cas une tentative de définition des termes avec lesquels on va voyager avec vous. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quoi? Vaste question. Gaëlle, Mmh. je prends la main pour, par rapport à ça, ouais. Ouais, Bah, vas-y. c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit IA, la première réaction, on va dire spontanée de la majeure partie des gens, c'est de se dire: «Ouh là!», de faire un regard écarquillé en se disant: «Ouh là là, artificielle, intelligence, ça veut dire intelligence face à celle de l'humain». Et en fait, si on regarde un petit peu, l'IA n'est pas arrivée comme ça, comme un ovni ces derniers temps, notamment avec le fameux ChatGPT. Si on remonte dans le temps, c'est assez lointain finalement l'histoire de l'IA, puisque tu as effectivement cette aventure qui commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Si on est précis, c'est en 43 où tu as eu la première en fait apparition du modèle mathématique. Et puis après, dans les années 50, en fait, l'IA s'impose comme un vrai domaine scientifique. Et donc, ce n'est pas une apparition telle un ovni, hein. Ça fait des décennies qu'on a intégré l'IA aussi dans des domaines scientifiques et industriels. Et c'est vrai que là, c'est flagrant parce qu'on en parle aujourd'hui, puisque le grand public découvre la portée de l'IA. Et si on avait à le définir, je me réfère à des textes de la CNIL et du Parlement européen qui définissent l'IA. Je te reprends parce que je n'ai pas appris tout par cœur. C'est tout outil utilisé par une machine pour reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Et je trouvais que c'était intéressant cette définition du Parlement européen parce que somme toute, ça reprend 3 mots: raisonnement, planification, créativité, qui nous posent problème aujourd'hui parce que ça fait peur de se dire qu'une machine peut raisonner comme nous, peut planifier des tâches et peut aussi faire preuve de créativité. Et donc, c'est vrai que certains donnent l'exemple de ces machines qui peuvent faire peur parce que tu as le système IA d'AlphaGo qui, par exemple, a montré qu'on était capable, enfin que l'IA était capable de battre un champion de jeu de Go, et donc qu'il y avait cette on va dire adversité ou égalité qui se mettait en place entre l'humain et la machine. Et puis après, tu as eu l'apparition,
pas l'apparition, parce que ça fait longtemps aussi, des algorithmes de l'IA qui vont être utilisés, et c'est la problématique du ChatGPT, qui sont utilisés dans le traitement automatique du langage. Et c'est les fameux agents conversationnels dont fait partie le ChatGPT, qui a cette capacité effectivement de te produire un texte au regard d'une question posée. Donc peut-être c'est Gaëlle qui parlera du prompt. Mais après, ce qui est rassurant, plus ou moins, c'est que cette IA, ce ChatGPT, cet agent conversationnel, comme nous, en fait, il a des failles, il peut faire des erreurs, c'est ce qu'on appelle les biais, justement dans le langage. Et donc, après, ce qui est bluffant, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que maintenant, le grand public a accès à cette IA via le ChatGPT. Et ce qui peut aussi faire peur, c'est que ça va très, très vite. Donc, historiquement, non, c'est pas récent, mais là, les derniers mois montrent qu'il y a d'énormes progrès qui sont apparus dans ce domaine-là. Voilà. Oui, il y a une réelle accélération. Depuis, on va dire, octobre-novembre dernier, effectivement, ce qui est proposé au grand public, c'est un peu un tourbillon cognitif là, qui apparaît. Et je pense que Gaëlle parlera effectivement de ce qu'on appelle le prompt, pour que tout le monde voit un petit peu ce que c'est. Je te laisse la main, Gaëlle, sur le prompt, peut-être. Ouais, Gaëlle, avant que tu ailles finement sur ce terme-là, puisque c'est ce qu'on voit apparaître aux côtés de ChatGPT, j'aime bien l'idée que tu nous as proposée dans la définition de l'Europe sur le raisonnement, créativité raisonnement, créativité et planification. Mais il y a plein d'autres choses que l'esprit humain fait et que l'intelligence artificielle ne fait pas. Et je trouve intéressant d'identifier finalement ces sujets ou ces compétences sur lesquelles l'intelligence artificielle n'a pas prise. Est-ce qu'on sait les citer? Alors, Cécile donc m'arrêtera si je me trompe, mais je pense qu'effectivement, il y a toute cette régulation et ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences psychosociales, les soft skills, qui en fait, qui sont propres à l'humain et pour le coup, effectivement, la ChatGPT n'est pas capable de mettre cette dose d'humanité en fait dans ses interventions. Et en regardant donc la fin du reportage de Cécile ce matin, effectivement, ces élèves l'ont très bien vu quand ils disent que il y a pas d'humain derrière, c'est très mécanique, c'est très, enfin voilà. Et en fait, je pense que tous ces soft skills, donc les compétences psychosociales, elles ne sont, enfin pour l'instant, ChatGPT n'en est pas capable. Et donc, c'est aussi ce qui est rassurant quand même. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et j'ajouterais tout ce qui est métacognition finalement. L'intelligence artificielle ne se regarde pas penser. Enfin voilà, il n'y a pas de conscience. Ah non. Il te répond juste qu'il est un robot et qu'il n'a pas cette capacité d'émettre un jugement personnel. C'est amusant quand on lui pose certaines questions. Il s'excuse même d'être un simple robot. Et comme dit Gaëlle, c'est rassurant parce que c'est là où on va pointer, à mon sens, avec cette IA, le déploiement des soft skills et de tout ce qui fait effectivement notre distinction par rapport à l'IA. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'impression, alors moi c'est la vision que j'en ai effectivement, j'ai l'impression que si tu veux, le développement de toutes ces compétences psychosociales est en train de monter finalement en même temps que le développement de l'intelligence artificielle. Et du coup, peut-être qu'il y a une relation de cause à effet, c'est-à-dire que les technologies, les machines montent, et pour le coup, on a aussi besoin de cette régulation humaine. Donc, il faut aussi qu'on monte en compétence là-dessus pour pouvoir faire, on va dire, une alliance entre les deux et pouvoir continuer de réguler l'intelligence artificielle, en fait. Et développer ce qui nous semble, en tout cas ce qui est encore spécifique à notre humanité.
C'est ça. C'est pour ça que je trouve que vis-à-vis de personnes qui ont peur, puisque c'est l'intitulé aussi, hein, faut-il avoir peur du grand méchant loup qu'est l'IA, ou faire rentrer le loup dans la bergerie. Je pense qu'il y a cette nécessité effectivement d'essaimer la bonne parole, hein, mais dans le sens bien expliciter les tenants et les aboutissants, et expliquer au préalable, même si on l'a fait là très sommairement, l'origine de l'IA, son histoire, et puis cet enjeu entre l'IA et l'IA. Et comme dit Gaëlle, le côté plutôt rassurant que cette IA va nous permettre de déployer peut-être des compétences qu'on n'avait pas assez déployées d'ailleurs dans l'éducation. Cette partie-là, somme toute, si on réfléchit, on ne l'aborde pas tellement avec nos élèves. Faute d'avoir été bien formés aussi autour de ça, parce que des gens comme Gaëlle, c'est des gens aussi qui sont montés dans ses compétences parce qu'elle a farfouillé aussi par elle-même. Hein. On a peu de propositions quand même autour de ça dans l'éducation. Déjà, merci pour cette clarification autour de ce qu'est l'intelligence collective. Excellent. Intelligence artificielle. Et du coup, ce qu'elle n'est pas, donc là où on a encore notre spécificité humaine. Et je mets encore à escient parce que on voit bien dans les craintes qu'il peut y avoir quand on entend, sauf erreur de ma part, Elon Musk qui dit hop, est-ce qu'il faudrait pas stopper un peu? On voit bien cette crainte de cette accélération dont tu parlais tout à l'heure, hein, Cécile. Il y a quelque chose peut-être qu'on ne maîtrise pas et on se demande jusqu'où cette intelligence artificielle pourrait aller. Est-ce qu'il y a de ça dans les craintes? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, il me semble que celui qui a inventé, entre guillemets, le ChatGPT, qui a démissionné de Google, a dit c'est effrayant ce qui va arriver. Alors, est-ce que c'est une stratégie aussi pour faire peur et freiner la machine, si on peut dire comme ça, et se poser? On n'est pas non plus candide. Hein. Il y a des enjeux économiques et des guerres entre les grosses tech qui sont emparées de l'enjeu économique et financier. Et donc, résultat, je ne sais plus ce que c'était la question initiale. C'est cette crainte, c'est-à-dire que quand on voit les concepteurs, quand on voit les gens les plus en lien avec ça qui disent est-ce qu'on n'a pas inventé un truc complètement fou, quoi? Oui, alors c'est ce qu'il disait hier, donc un robot effrayant, comme si on n'allait plus maîtriser la machine. Après, la question, c'est est-ce qu'ils font cette stratégie de communication pour faire peur et donc faire ralentir? Bon, ça, on connaît la technique, hein, parce que ce moratoire de 6 mois, on sait que c'est pas aussi qu'un moratoire pour réfléchir au déploiement de son usage, mais de l'aspect financier. De réguler, oui, tout à fait. Tous les la concurrence. de régulation, la concurrence. Après, voilà, c'est là où l'enjeu, il faudra, à mon avis, qu'on ne rate pas dans la démarche de penser régulation et de penser comment mettre là je reste dans le domaine éducatif, hein, mais comment mettre à bien ce dispositif de façon intelligente, c'est-à-dire comme tout outil qui arrive, tout nouvel outil, hein, c'est pas propre à ChatGPT. C'est ça. Comment on va faire que et les profs et les jeunes s'acculturent à l'outil. Ça rejoint la question, à mon avis, centrale, qui est aussi très intéressante pour nous, c'est comment on fait de l'usage du prompt d'un point de vue pédagogique avec nos jeunes. Donc, un prompt. Merci Cécile pour la transition. Joli. En équipe, on donne des points pour les transitions. Cécile, c'est toi qui l'as pour aujourd'hui. Et du coup, Gaëlle, un prompt, qu'est-ce que c'est? Alors, merci pour la transition. Alors, un prompt, alors comment on pourrait définir un prompt? En fait, c'est tout simplement donc une instruction, en fait, hein, ce qu'on envoie à l'agent conversationnel. Ça peut être, c'est très souvent d'ailleurs des questions, et à la suite de ça, donc il y a une réponse qui arrive, et donc ensuite, on intervient à nouveau en rentrant de nouvelles instructions, de nouvelles questions pour affiner donc la conversation par la suite, en fait. Donc voilà, un prompt, c'est une instruction, enfin une question souvent.
Et donc une question mal posée, donne une réponse, Voilà, Voilà. question, complètement non question, efficiente. non pertinente, réponse non pertinente. C'est ça qui est Bon, intéressant. c'est QFD, on peut s'arrêter là? Non, on va continuer un petit peu. Avant qu'on rentre dans la classe et qu'on aille sur les enjeux pédagogiques, hein, on va le mettre de côté, celui qu'on vient de dire en rigolant, question mal posée, réponse non efficiente. J'aimerais bien qu'on revienne à, à la crainte spécifique enseignante de voir arriver ces outils dans notre classe. Qu'est-ce que ça vient bousculer chez nous, haïtiens ou pas d'ailleurs? Voilà, qu'est-ce que ça vient Je pense questionner? je pense que la crainte, une des premières craintes, alors je pense que Cécile m'arrêtera si jamais je me trompe, mais une des premières craintes, est pas spécifique, enfin aux enseignants, hein, c'est spécifique à l'humain tout court, hein. C'est le changement en fait, hein. Mmh. C'est le changement, c'est, devoir changer, mais comment? Comment s'adapter? Comment faire en sorte de pouvoir être efficace en modifiant les pratiques? Et cette crainte du changement, elle est fortement donc liée effectivement à ce que vient amener du coup, ChatGPT, et les intelligences artificielles dans notre quotidien, hein. Mmh. C'est ce que dit Gaëlle. Bon, enfin, de toute façon, on est d'équerre sur ça, hein, pour en discuter suffisamment ensemble. C'est la problématique de, enfin, la peur qui risque de figer l'enseignant. Hein. Moi, ce que j'entends, et Gaëlle, je pense que c'est le cas aussi, hein, c'est bon, on prenait l'expression tout à l'heure, le loup dans la bergerie, c'est-à-dire on fait rentrer un inconnu dans notre espace professionnel où là, on est habitué à travailler avec nos élèves. Moi, j'ai des collègues qui me disent « Et pourquoi il faudrait qu'on change ?» Donc, il y a cette idée de la peur du changement, comme disait Gaëlle, la peur d'être en mouvement. Moi, j'aime bien reprendre toujours la métaphore de Montaigne, hein, qui dit que en matière éducative, si on n'est pas en mouvement et on n'est pas à l'affût de ce qui arrive et ce qui est nouveau, et de le questionner de façon intelligente, donc ça induit ce qui pose souvent problème chez des enseignants, la posture. La posture face à de nouveaux outils, à de nouvelles méthodes, et donc la posture forcément ensuite vis-à-vis de ses élèves. Ce que tu dis là, c'est super important, je trouve, et je vais essayer de le reformuler. Moi, ce que j'entends, c'est que la peur du changement, mais aussi la vision que l'on peut avoir de sa mission enseignante. Ouais. Soit je suis à un endroit fixe et j'ai quelque chose à transmettre, voilà. Soit je suis au service d'une génération et du coup, je vais aller les chercher là où ils sont et on voit bien le mouvement. Et tout ça, c'est sans jugement aucun, mais c'est intéressant. C'est ça que ça vient questionner. C'est l'arrivée de quelque chose de nouveau, quel qu'il soit, tu le disais bien Gaëlle, vient questionner et nous dire, mais en fait, de quoi j'ai peur? J'ai peur que on m'enlève ma raison d'être, celle de Oui, transmettre. c'est ce que dit certains, oui. Voilà. Soit j'ai peur d'un point de vue éthique, et ça je trouve que c'est aussi intéressant, C'est c'est de se légitime dire, aussi, oui. voilà, de se dire waouh, c'est quoi ce truc quoi? Enfin, est-ce que c'est notre rôle d'aller si vite dans cet accompagnement puisqu'on n'a pas trop de recul? Enfin, il y a il y a 1001 questions à se poser et je trouve que les 1001 questions sont intéressantes à se poser pour voir et avoir un esprit critique et de se dire: «OK, là, je peux agir là-dessus, je peux agir là-dessus. Là, moi, je me sens pas encore prête pour agir. Je vais me renseigner, je vais me former, je vais nourrir mon esprit critique pour aller proposer à mes élèves cet esprit critique, finalement». Oui, c'est exactement ça. Enfin, Gaëlle, je pense que enfin, on est d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. C'est Mmh. effectivement, après, il y a aussi beaucoup, moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir les réactions d'enseignants parce qu'il faut les entendre. Il y a des questions, effectivement, qui sont tout à fait légitimes. Alors, ce qui revient à l'heure actuelle face à ChatGPT, c'est RGPD, effectivement, le côté, bon, la posture, ce qui induit, et souvent, quand tu pousses un peu le dialogue et les échanges, c'est de la posture, ça remet en question mon autorité dans la classe. Et mon autorité est remise en question parce que ça induit peut-être que je change de pratique.
Et pratique, ça veut dire placer l'élève peut-être à l'endroit où j'ai pas l'intention de le placer. C'est-à-dire, et puis ce côté humain, comme disait Gaëlle, et on disait ça au tout début, le fait d'accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Et que là, pour l'instant, effectivement, on se pose plus de questions qu'on a de réponses. Tout à fait. Et c'est ça qui, enfin, pour moi, je trouve ça passionnant parce que ça nous titille. Et comme tu disais, ça suscite notre esprit critique dans tous les sens et le sens noble du terme. Mais je pense qu'il va falloir quand même un moment qu'on s'arrête pour se poser toutes ces questions-là. J'ai l'impression que c'est ça en fait qu'il faudrait retenir, pardon. C'est se dire toutes les questions sont légitimes à ce stade. Bien sûr. Ça vient tellement bousculer même notre esprit humain. Enfin, c'est Oui, ce que disait Gaëlle, hein, c'est pas que les professeurs, c'est tout humain, quoi. Hein, Donc, posons ces questions, vraiment, posons ces questions. Posons-nous. Voilà, mais posons-nous, et effectivement, tout ça est légitime. Posons-nous entre ceux qui sont très technophiles et qui adorent ça et ceux qui sont un peu plus sceptiques et réticents. C'est très bien. Finalement, tout ça vient nous permettre de poser toutes les questions, si tant est que ça soit possible, pour essayer et tenter d'avoir une posture la plus juste possible, la plus éthique possible. Mais donc, sortons du rapport de force, quoi. C'est bien, c'est Oui, pas je crois qu'il faut arrêter là d'avoir cette dichotomie ou cette pensée binaire. Il y a les techno-réac et les techno-béa, quoi. Enfin, moi, j'essaie toujours de me situer au milieu parce que il y a le côté traditionnel, sans connotation, hein, de l'éducation qui a du bon, et puis il y a le côté innovation qui l'a aussi. Essayons d'être au milieu en se disant, soyons ni réac ni béa, essayons, d'où l'intérêt, ce que tu disais tout à l'heure, posons-nous, et je pense que c'est ça qui nous manque à l'heure actuelle. Prenons le temps aussi de cette réflexion, mais à la condition qu'elle soit une réflexion commune. C'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve que ce ChatGPT, si on arrive à lancer les débats, redonne aussi du sens à ce qu'on appelle la communauté éducative. Tout à fait. Et si on reprend le titre, hein, faut-il avoir peur? Et c'est vrai que face à la peur, en général, c'est peu notre lobe frontal qui agit, mais c'est plutôt des réflexes très archaïques. Donc il y a la sidération, la fuite, l'attaque. Donc on voit bien apparaître tout ça. Donc posons-nous. Gaëlle, pour moi, il y a une question aussi derrière tout ce que ça vient questionner chez nous en tant qu'enseignants. Il y a cette question de la forme scolaire. Oui. Oui. Alors effectivement, ça vient questionner effectivement cette question de cette forme scolaire pour différentes choses. Hein. Ça revient effectivement à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le changement, notre façon de faire, les pédagogies. Et effectivement, je pense que comme tout le monde, enfin comme beaucoup de monde, j'avais vu le reportage passer, vous savez, de la collecte de français qui avait été un peu déstabilisée parce que donc l'élève avait fait son devoir qu'elle avait donné à la maison et elle s'était retrouvée un peu en difficulté face à ça. Alors du coup, effectivement, est-ce que comme Cécile disait tout à l'heure, est-ce que ça mérite pas qu'on réfléchisse une bonne fois pour toutes à ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne à la maison, la question des devoirs. Est-ce que la pédagogie aussi, d'une façon générale, n'est pas à repenser pour réfléchir à ce qu'on fait vraiment en classe? Est-ce qu'on donne à faire en autonomie à la maison? D'ailleurs, est-ce qu'on donne quelque chose à faire en autonomie à la maison? Grosse question aussi. Donc, ça vient aussi questionner pas mal de choses. Et je dirais même qu'effectivement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ces questions justement qui engendrent finalement la forme scolaire, la pédagogie, ça va créer à un moment donné une espèce de surcharge parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de questions à se poser, enfin du moins qui découlent de ça. Et c'est vrai que, comme disait Cécile tout à l'heure, il y a des collègues qui, alors le titre de l'émission, c'est « Faut-il en avoir peur ?» Mais il y a des collègues qui peuvent vraiment être en panique, effectivement, face à ça, parce que
en préparant l'émission et en écoutant les collègues en parler, je me suis dit, mais finalement, des collègues qui se sentent pas prêts à changer vont se retrouver vraiment dos au mur. Et est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle, si elle n'est pas prise avec beaucoup de recul, d'esprit critique pour se former et l'utiliser à bon escient, est-ce qu'elle va pas générer plus de décalage entre guillemets entre ceux qui ne se sentent pas prêts à changer et du coup toute cette évolution liée à l'intelligence artificielle et cette société qui évolue à la limite en dehors plus vite que oui, c'est ça. C'est-à-dire que est-ce qu'on a le choix de s'extraire de ça? C'est que on va pas empêcher la marche du monde. Alors on peut la regarder avec esprit critique, outiller nos élèves et on va arriver à ce qu'on peut faire. Il y avait un autre sujet aussi qu'on voit commencer à poindre sur la question des inégalités que ça creuse aussi. C'est-à-dire que entre les élèves qui ont à la maison la capacité, parce que accompagnés, d'utiliser ces outils et ceux qui ne le peuvent pas, encore un sujet pour venir creuser les inégalités. Donc, pour terminer là-dessus, posons-nous en équipe et réfléchissons à tous ces dangers, mettons-les noir sur blanc, toutes ces peurs, qu'est-ce qu'on en fait? Et passons en mode action et tentative de résolution de problèmes. On ne posera que des hypothèses, puisque vous le disiez toutes les deux, ça va super vite. Donc, quand ça va très très vite, est-ce qu'on est dans le même timing? Mais tentons quand même de rester sur le même timing. Mais je dirais, si je peux. Oui, vas-y, je t'en prie. Posons-nous, j'ai envie de dire. Moi, j'ai fait l'expérience avec mes élèves, puisque avant le reportage de France 2, on l'avait travaillé bien avant. Posons-nous, mais aussi posons-nous, quand je parlais de communauté éducative, posons-nous avec les élèves. Oui. Parce que c'est eux aussi qui vont en être les utilisateurs premiers. Parce qu'ils sont pour certains aspects plus acculturés au numérique que nous, mais posons-nous avec eux parce qu'ils ont certainement, et j'en suis convaincue pour preuve avec mes élèves, ils ont des bonnes questions à poser, des bonnes réflexions quant à la scénarisation pédagogique de l'outil. C'est eux les premiers qui m'ont dit, madame, en fait, cet outil, et ils m'ont parlé d'inégalité, et ils m'ont dit, mais en fait, si on renversait, madame, c'est pour ça que dans le reportage, on voit pas toute leur réflexion philosophique, c'est dommage. Et ils m'ont dit, mais en fait, cet outil, il est bien parce que il permet moins d'inégalité, parce que celui qui peut pas avoir un cours particulier à tant d'euros que paye ses parents, au moins le chat à la maison va le questionner intelligemment sur le cours d'après. Ça va quand même l'aider gratuitement, puisque il y a la version. Bien sûr. Mais c'était intéressant parce que je pense que quand on parle, posons-nous, oui, nous en tant que professionnels, en équipe éducative, mais on oublie que dans la communauté, il y a eux. Et souvent, ils sont force de proposition. On a tendance à les négliger. Et quand on a réfléchi ensemble à l'utilisation de l'outil, on a ensemble presque scénarisé son utilisation dans la séquence. Il faut pas les oublier parce qu'ils sont force de proposition parfois, et j'en suis persuadée aussi bien en collège qu'en lycée. Et ça aussi, ça serait peut-être le nouveau défi de les remettre au centre aussi des pratiques. Gaëlle, tu vas dire. De toute façon, en fait, il y a un constat. Tout à l'heure, vous parliez de constat. Le constat, il est simple, c'est que l'outil est là. Il existe. Et oui. Les élèves y ont accès, même sans nous, en fait, en dehors. Bien sûr. Et c'est à la limite les premiers concernés en tant que premiers utilisateurs, avant nous même. Et effectivement, ils doivent faire partie intégrante de cette discussion. Et alors, ils ont peut-être pas encore cette réflexion aussi poussée en collège, les miens. Oui, c'est normal. Mais effectivement, moi, je sais que certains l'utilisent.
ont avoué l'utiliser, par exemple, pour réviser un contrôle. Alors, moi, ils en ont parlé honnêtement avec moi parce que voilà, on l'utilise. Oui. Et voilà, je sais que la collègue, concernée, ils lui ont pas dit, donc. Mais c'est pour ça que je vais pas en hors sujet là, mais c'est pour ça que je pense aussi que la méprise qu'il y a autour du numérique, de façon globale, vient du fait qu'on n'a pas engagé ce dialogue socratique, excusez-moi l'expression, mais c'est de faire émerger. On n'a pas engagé ce dialogue avec nos élèves. Un conseil que moi je donnerais, par exemple, même à des jeunes profs qui arrivent, mais jeunes dans tous les sens du terme, hein, ils peuvent débuter comme ils peuvent être Tout à fait. reconvertis. Moi, chaque début d'année, et quand cet outil est arrivé, j'ai fait la même chose, je fais une séance où je leur demande leur relation avec les outils qu'ils utilisent. Et au début, ils étaient hyper mal à l'aise avec ChatGPT. Et je leur dis chat or not cheat. Ah, mais madame, la notion même de tricher, etc. Ouais. Le fait d'en avoir parlé avec eux, ils m'ont dit, mais madame, maintenant qu'on sait que vous savez, Ouais. on se sent pas, il y a une relation de confiance. Et puis après, là, ils ont fait des discours et il y avait une rubrique justement sur l'usage du chat. Et ça leur a pas fait peur d'en parler. Tu vois, et donc je pense qu'aussi le fait de restaurer ou d'instaurer ce dialogue en amont avec les élèves sur les outils qu'ils utilisent, les tenants, aboutissants, ce qu'on peut faire ou pas faire avec, ça change la relation aussi. Et de toute façon, je me permets de compléter. Alors moi je me pose la question, est-ce que finalement c'est peut-être pas notre rôle aussi, est-ce que c'est pas notre rôle de les accompagner, pardon, Bien sûr. en fait, en tant qu'enseignant, parce que tout à l'heure on évoquait donc les inégalités effectivement entre ceux, par exemple, tu disais voilà qui ont des cours particuliers et compagnie. Oui. Mais on sait aussi que d'un point de vue cognitif, tout le monde n'a pas non plus même déjà là cognitif, et les accompagner et surtout développer l'esprit critique aussi par rapport à cet outil qui est là. Moi, je vois vraiment beaucoup de soucis avec tout ce qui est réseaux sociaux, ce qui se diffuse, et les gamins justement qui sont incapables de prendre de la distance par rapport à tout ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi un véritable travail de notre part à mener pour les accompagner et faire en sorte qu'ils soient capables de faire preuve d'esprit critique, de prendre du recul face à cet outil pour justement qu'ils puissent l'utiliser, on va dire, au mieux, de façon efficace et efficiente au quotidien, ou du moins quand ils en auront besoin. Et c'est toi qui as le point de transition cette fois-ci, Gaëlle, puisque arrivons justement à cette partie de qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on a à développer, qu'est-ce qui se développe réellement, puisque toutes les deux vous accompagnez vos élèves, donc vous allez pouvoir nous faire un peu un retour d'expérience. Commençons par ce qu'il y a à développer comme compétence, ce qu'il y aurait à développer comme compétence pour accompagner au mieux l'utilisation de cet outil qui, de toute manière, est là. Et Gaëlle, tu l'as bien dit. Qui veut commencer? Gaëlle, tu veux commencer? Elle est pro au niveau compétences. Allez. Alors, d'une façon générale, donc c'est justement faire preuve de recul, d'analyse. Il y a toutes les compétences qui sont par rapport au numérique et qui rentrent dans la certification PICS au niveau des élèves. Et là encore, c'est les professeurs qui doivent valider les compétences numériques au fur et à mesure de leur scolarité. De façon transdisciplinaire, je suis très naïve, c'est-à-dire que c'est pas dédié à un seul ou une seule professeure. Non, alors sur PICS, en fait, on peut, tout le monde peut valider, ouais. À un moment donné, peut valider une compétence numérique, peu importe la discipline. Donc, effectivement, ça, c'est intéressant, et donc c'est quelque chose, du coup, d'officiel qui est reconnu. Tout à fait. Et donc les outils d'intelligence artificielle font partie de toute façon. Donc voilà. On peut aussi, qu'est-ce qu'on a? On peut, je pense que l'EMI devrait prendre de l'ampleur avec ça. Je sais pas ce que tu en penses, Cécile, mais je pense que justement l'éducation aux médias et à l'information devrait prendre de l'ampleur avec ça.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, tout de suite, je vois pas. Bah, enfin, pour rebondir sur les compétences numériques, enfin, moi, c'est un peu mon vœu, ça serait d'accorder véritablement des heures à la pratique et la culture numérique. Et qu'on n'ait pas cette représentation, le numérique, c'est que pour les profs de maths, parce que ils savent faire alors que les autres pas. Et qui est vraiment en fait cette instauration des compétences numériques dans l'emploi du temps des jeunes, que ça soit collège, lycée. Alors après, il y a bien sûr les dispositifs qui sont déjà existants, mais je pense que si on veut aussi ne pas avoir ce décalage entre la société et l'école, il va falloir qu'on instaure cet enseignement, à mon sens, qui permettra de faire hard skills et soft skills. Et donc, voilà, les compétences numériques induisent ensuite ce dont parlait Gaëlle, c'est-à-dire des compétences socio-cognitives, et puis tout ce déploiement de l'esprit critique, du jugement critique, qui, à mon sens, doit être, ce que tu dis aussi par rapport aux réseaux sociaux, développé, pour qu'ils aient ce regard et cette pratique raisonnée et raisonnable. Et je vais reprendre là, à ce stade, quelque chose qui a été dit un peu plus avant dans notre échange sur le prompt. Quand on revient au prompt, la première question qu'on pose à un agent conversationnel va enclencher une réponse plus ou moins efficiente et plus ou moins à côté de la plaque ou plus ou moins juste. Du coup, tout ce travail autour du questionnement, je trouve qu'il est fabuleux. Formidable. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Ouais. Effectivement, poser une question. Ouais, tu sais que moi, ça m'a permis, je ne sais pas si vous n'êtes pas sans savoir que nous, on a une épreuve orale qui inclut en français, de nouveau, une question de grammaire. Et miracle, il y a l'interrogation comme notion à travailler. Et ben c'est là où, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure avec Gaëlle, d'où la nécessité de scénariser nos cours en incluant l'outil. Eh bien, la première séance a été de dire, pour que Chat soit efficace, il faut que vous le soyez aussi, ce qui induit que vous posiez des questions intelligentes. Et donc, on va revoir les types de questions. Et oui. Les totales, les partiels, voilà, le serait-ce que inverser le sujet, le verbe pour poser la question. Et là, ils se sont dit, ah oui, mais alors, donc, ça induit qu'on ait des compétences linguistiques avant d'avoir les compétences numériques et utiliser le chat. J'ai dit, mais c'est pas formidable, regardez, c'est magique, en fait, vous déployez toutes vos compétences. Et donc, ils se sont dit aussi, et de là, ça s'est enchaîné, ils se sont dit, alors, il faut bien poser la question. En plus, il faut la cibler. Ce qui induit, il faut la cibler, c'est qu'on doit connaître notre cours avant. Et il me dit, ah ouais, donc si je lui pose une question sur Apollinaire et qu'elle est complètement débile, il va me répondre comme, je lui dis oui, il va être à ton image. Ça ne sera que le miroir de ton intelligence. Par contre, premier réflexe qu'ont eu les secondes, je leur dis, bon, je vous laisse tant de minutes pour poser 5 bonnes questions, 5 questions pertinentes. Premier réflexe qu'ils ont eu, ils ont laissé la machine et ils m'ont dit, alors attendez madame, il faut qu'on reprenne notre cahier. Et je les voyais refarfouiller. Ah ouais. Et c'est ça qui est génial. Ils m'ont dit, alors ils étaient après en échange parce que comme avec Gaëlle, ils sont en îlot. Et je les entendais, je disais rien, je les entendais. Mais non, ta question idiote, de toute façon déjà elle est mal formulée grammaticalement. Et puis qu'est-ce que tu crois, c'est pas pertinent comme question. Donc c'est en mise en bouche, comme dirait Marie Soulier, en bouche. Le travail préparatoire sur la formulation des questions, l'exploitation du cours, pour faire que les réponses sont pertinentes. Et ben, quand ils ont formulé leurs questions, parce qu'après on a échangé, ils ont mutualisé leurs questions, là ils ont regardé leur prompt, et après les réponses, et ils étaient comme ça devant l'écran. Ah ouais, pas mal la réponse, mais je dis mais pourquoi elle était pas mal? Parce que vous avez posé des questions intelligentes. Ouais. C'est ça. Et vas-y Gaëlle, je t'en prie. Moi, j'ajouterais à ce questionnement l'art de choisir les bons mots. Exactement. C'est ça. Parce qu'en plus de ça, donc moi, ils font en espagnol. Donc, ça les fait réfléchir sur le vocabulaire. Et effectivement, la première fois, on a eu quand même quelques
quelques réponses à côté de la plaque. Ils se sont rendus compte que le mot espagnol utilisé était pas bon et donc là, ils se sont fâchés. Ils m'ont dit: «Oui, mais c'est n'importe quoi». Et en fait, alors je leur ai dit, je dis: «On va se calmer, on va se détendre, cherchez-moi ce mot». Et effectivement, en cherchant, donc en reprenant un dictionnaire papier, hein, dictionnaire papier. Donc en cherchant, ils se sont dit: «Ah bah, mais on n'avait pas choisi le bon mot». Voilà. Tiens. Donc voilà, donc c'est Ouais. aussi l'art de choisir le bon mot et du coup, je les ai vus faire et j'ai dit: «Tiens, ça, c'est pas mal». Ils se sont notés dans la marge les Excellent. nouveaux mots de vocabulaire donc appris et ça, du coup, parce que et donc j'en ai un, c'est donc Noah, il se dit, «Non, mais on sait jamais madame, hein, quelquefois que ça pourrait me resservir, hein». Oui, bien sûr, voilà. Donc mais effectivement, c'est l'art de choisir le bon mot parce que, au lieu de la enfin, il y a aussi cette question enfin, cette formulation de question, mais il y a aussi les mots choisis à l'intérieur de la question. Mmh. Alors en français, c'est évident, mais en espagnol, il y a des nuances quand même de vocabulaire et si le mot choisi est pas bon, et ben, forcément ta réponse, elle sera pas bonne. Ouais, ouais. Et ce que tu dis, j'ai bien envie de relever quelque chose, c'est que sur des nouveaux outils comme ça, on apprend en faisant. Et c'est que tu dis: «Ah ouais, OK, tiens, j'avais pas noté que ça développait aussi cette Ouais. compétence-là». Donc faisons-nous une arborescence comme ça Ouais. des compétences qui sont développées. Mmh. En vous écoutant parler, je me disais que, il y a quelque chose aussi qui se travaille, c'est quand je pose une question, déjà je me demande ce que je veux savoir, ce que je veux Exactement. apprendre. Mmh. Et ça, bah, c'est énorme. C'est ça permet quand même de se poser, de se dire: «Mais c'est quoi mon objectif là? Est-ce Exactement. que est-ce que je veux juste une connaissance particulière? Est-ce que je veux, un plan ou une stratégie?» Enfin, Mmh mh. C'est pour c'est ça que énorme ce que ça développe. mais oui, c'est pour ça, enfin, on est peut-être enthousiaste parce que je pense qu'on a expérimenté, on a déjà un retour, mais je trouve que cet outil, il y a du plus, il y a du moins, mais comme tout nouvel outil, redonne du sens. Mmh. Et souvent, on parle, de la motivation des élèves, mais le fait de leur redonner ce sens-là, ça, leur redonne une motivation pour savoir pourquoi ils font, quel objectif aussi ils se fixent et encore une fois, avec cette idée de vraiment échanger avec eux et de dialoguer pour, comme disait Gaëlle, hein, le fait moi je trouve c'est génial quand il y a un élève qui, met dans la marge en se disant: «Bah Oui, tiens, bah là j'ai envie de dire que notre pari il est plus ou moins réussi». C'est-à-dire qu'on a, suscité la curiosité via l'outil, chez l'élève. Ils ont mutualisé aussi ce qu'ils savaient faire, et ce qu'ils ont su déployer et ça les fait avancer. Donc c'est ça aussi pour nous dans le domaine éducatif, l'intérêt de ces machines, c'est qu'en fait, elles déploient des compétences humaines qu'on avait peut-être mis, un peu, en enfin, c'était pas le petit chaperon rouge là, mais c'était, la Belle au bois dormant, hein. On avait laissé endormis, des mmh. compétences, qu'avaient les élèves, mais qu'ils ne mettaient pas à profit, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. À vous écouter, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que, heu, dans la connivence qu'on a avec nos élèves, quand ils utilisent un terme pour un autre, qu'ils formulent mal, on comprend implicitement et Mmh. donc on répond, enfin on les Ouais, ouais, ouais. encourage. Mmh. Alors qu'une machine, bah, justement, elle est bête et méchante et donc si je lui dis un mot à la place de l'autre, elle comprend pas Ouais. et je trouve que ça, c'est super intéressant. Mmh. C'est, dire: «Ah ouais, tout cet implicite qu'il y a dans la relation humaine, où on comprend, il y a de l'infraverbal, il y a et ben non, la machine, elle dit: «Non mais moi, tu me demandes un truc rouge, je te donne un truc rouge, quoi. Alors que toi, tu voulais un truc rosé, et ben non, tu m'as demandé un truc rouge, quoi». Quoique Dall-E et Midjourney commencent à le faire, ça, hein, la variante, Ah, au niveau des OK. images, hein. Donc là, ça pose un autre problème, hein. Mais c'est pour ça qu'on disait en amont, ça induit de préparer, la séance, et de leur faire, connaître la machine Ouais. et de leur Mmh. expliquer ce que c'est que ce principe-là. On revient pas à l'historique, hein, mais, dire: «C'est quoi cette machine par rapport à nous?» Tu verras effectivement, Gaëlle, comme toi, en cours, on interagit avec nos élèves, on a un haussement de sourcils quand ils disent une bêtise en disant, «Pardon», et puis il y a Mmh. l'implicite. La machine le faisant pas, ça induit qu'ils aient une démarche aussi autre, pour poser leurs questions et c'est ça qui est bien parce qu'en fait, il y en a un qui m'a dit l'autre jour, «Bon,
faut que je m'adapte à la machine, quoi. Elle est pas très rusée, celle-là. Eh oui. C'est marrant parce qu'en fait, ils étaient avec leur agent conversationnel. Et puis, je faisais exprès, je pense, Gaëlle, tu fais pareil que moi. C'est-à-dire, je ne dis rien dans un premier temps, je les observe. Et il y en a un, il était en train de gronder, je dis pas un autre mot, sa machine en disant, mais il regardait la réponse, il dit, mais t'es débile ou quoi? Tu comprends pas ce que j'ai dit? Alors, je viens le voir, je lui dis, peut-être que ta question n'était pas, il me dit, ouais, mais vous m'auriez répondu tout de suite. Ah, Voilà. c'est génial. Et je me suis dit, quand vous parlez du dialogue socratique tout à l'heure, c'est aussi, moi j'aime bien dire que parfois les machines, les outils recréent cette valeur fondamentale de l'apprentissage, c'est-à-dire ça tisse des liens ou ça retisse dans l'apprentissage. Tout à fait. Ça retisse des liens entre le prof et ses élèves. Et c'était trop drôle comme séance parce qu'il me regarde, il se retourne, il dit non mais je rêve ou quoi là? C'était vraiment marrant, quoi. Moi, je leur ai dit, donc à mes classes de troisième, parce qu'en fait, je fais ça surtout Ouais. avec mes classes de troisième pour l'instant. Enfin, du moins cette année, on verra l'année prochaine. Je vais peut-être le mettre en quatrième, mais maintenant, c'est le nom de code. Quand ils s'expriment et que c'est pas clair, je leur dis, je fais mon chat GPT. Mais oui. Je ne comprends pas. Clarifie ta pensée, s'il te plaît. C'est ça. Et on a créé un hashtag ChatGPT et donc je leur réponds comme ça, hashtag ChatGPT. Je ne suis qu'un professeur qui ne peut pas répondre. C'est ça. Donc c'est la petite blague avec les classes de troisième et qui me disent ah ouais mais non mais finalement en fait on préfère quand vous faites vraiment votre prof en fait. Ouais. Et ben voilà, encore la plus-value de ce que nous sommes, c'est notre humanité et la relation. C'est ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que là, l'enjeu du chat, si on l'appréhende bien, c'est qu'il va nous redonner quelque part une place dans les relations humaines. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est plutôt, alors peut-être pas rassurant, on ne va pas dire ça tout de suite, mais ça relance aussi la réflexion de notre place, de la place de l'élève face au savoir, à la connaissance qui est un peu partout maintenant, donc qui est plus dans la salle de classe. Et donc non, je pense qu'il ne faut pas, je ne sais pas si c'est le mot de conclusion, mais il ne faut pas avoir peur de cet outil dès lors qu'on ouvre la porte et on regarde ce qu'il y a derrière, quoi, hein. C'est pas, je file les métaphores entre le petit chaperon, la belle au bois dormant. C'est comme l'histoire de Barbe Bleue, hein. Il faut regarder derrière la porte et pas avoir peur de se dire qu'il y a un truc. Enfin, l'histoire de Barbe Bleue, c'est pas très rassurant non plus, hein. Non, c'est bon. On va pas mettre les trucs sous le tapis. Allez. Peut-être en guise de conclusion, avant que j'essaye de reformuler toutes les idées clés qui ont été partagées, est-ce que l'une et l'autre, vous pourriez nous partager un point vraiment d'enthousiasme par rapport à cette découverte et cet accompagnement, et un point de vigilance que vous avez en tête, l'une et l'autre, pour l'avenir et quand même cet outil très très neuf qui va très très vite. Qui a envie de se lancer? Moi, le point positif, c'est que ça me permet de scénariser autrement mes cours. Et le point positif aussi, c'est que je commence à avoir des collègues dans certaines académies qui me disent on aimerait bien faire un cours, on échange nos réflexions de ces séances pendant l'été et voir comment en fait on va le ritualiser dans nos pratiques. Donc ça, je trouve ça enthousiasmant parce que ça renouvelle aussi la pratique. C'est-à-dire qu'on va complètement changer, mais on va l'intégrer peut-être de façon pertinente à tel ou tel endroit. Ça va optimiser notre temps aussi. Je pense qu'il y a cette idée aussi que l'outil permet d'optimiser dans le temps, dans le sens où, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, ça redonne du sens à la conversation avec les jeunes. Point de vigilance, je pense qu'on est tous à ce stade d'accord sur le fait de vraiment réfléchir à tout ce qui est RGPD, protection des données, et donc moi je suis impatiente d'avoir aussi le retour du ministère quant à cet outil. Moi, je suis très impatiente j'espère qu'à la rentrée, on aura une réponse quant à l'usage, parce que c'est vrai qu'avec Gaëlle et pas mal de profs, en fait, qui s'en servent déjà depuis un certain temps, ne pas être hors les clous. Ouais, tout à fait. Voilà. Et alors, il y a des solutions françaises qui sont en train de se déployer, qui réfléchissent à toute cette protection des données. Et donc, j'aimerais aussi, c'est un vœu, ça, d'avoir aussi des solutions européennes qui nous proposent des choses, qui sont soucieuses de respecter nos données.
Parce que c'est quand même la question qui revient souvent chez les profs à l'heure actuelle et les parents, c'est quid RGPD? Tout à fait. Ce n'est pas propre à ChatGPT, je ne donnerai pas d'autres noms, mais il y a beaucoup de solutions. La première des questions, et je trouve que c'est bon signe aussi, ça prouve que cet enjeu a bien été intégré, quid de l'usage en protégeant ce que l'on fait, quoi. Des points de vigilance à l'heure actuelle. Gaëlle, tu diras. Alors Gaëlle, à toi de jouer sur ce point d'enthousiasme et puis ce point de vigilance. Alors, l'enthousiasme, il est là effectivement, donc ça rejoint un peu ce que disait Cécile, c'est-à-dire que moi, ça va me permettre de développer pas mal de choses, de rescénariser mes cours afin de redévelopper des choses que j'avais la sensation d'avoir un peu perdues, comme comment bien formuler une question, les bons mots à choisir, prendre de la distance par rapport à en fait toutes ces compétences aussi, les compétences psychosociales. Et d'ailleurs, il y a pas mal de travaux qui vont se mettre en place dans l'Académie de Poitiers autour de ça. D'accord. On a un GRDP qui se met en place et on va travailler sur comment l'intelligence artificielle peut développer les compétences psychosociales avec l'oralité et l'oral. Donc vraiment il y a pas mal de potentiel possible. Et justement, le côté d'aller chercher, d'aller tester, c'est vraiment enthousiasmant. Par contre, le point de vigilance, alors du coup, Cécile m'a piqué le mien. C'est franchement dommage. Donc, alors, je vais juste en ajouter un autre. Le point de vigilance, moi, ce que je vois au collège, alors peut-être moins chez toi au lycée, c'est vraiment le recul, l'esprit critique à avoir par rapport à cet outil. Ah oui. Pour l'instant, j'ai testé uniquement avec des troisièmes. Et la toute première séance, j'ai eu ces élèves qui me disent de toute façon, ils nous donnent toutes les réponses, donc c'est bon. Ouais. Voilà. Et là, ça commence seulement, ces mêmes élèves commencent seulement au bout de 3-4 séances à se dire finalement, il sait peut-être pas tout et ses réponses sont peut-être pas correctes. Mais quand j'ai entendu ces premières réflexions, je me suis dit oula. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Et là, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment mettre en place un travail d'équipe au sein de l'établissement, parce que c'est vraiment quelque chose à développer, le recul, l'esprit critique, et c'est vraiment le point de vigilance. Puis comment évaluer ? Comment évaluer aussi avec ce nouvel outil ? Eh oui, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'on évalue ? Mais ça pose tout un tas de questions de notre posture professionnelle et de certains gestes professionnels que l'on a. Pour conclure, je crois que dans ce qui a été échangé, il a été dit que toutes les questions, toutes les craintes sont légitimes à mettre en mots, mais il faut les mettre en mots et se poser autour de ça pour sortir de l'opposition très manichéenne, c'est bien, c'est pas bien, et de faire avec, puisque Cécile l'a bien dit, cet outil est là. Alors peut-être que, je crois qu'en Italie, ils ont interdit un ChatGPT parce que il y a à un moment une décision du collectif qui dit hop, on se protège de ça, on sait pas trop. Voilà. Mais pour l'instant, en France, nos élèves français et toute la population française y a accès. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette accessibilité ? J'ai entendu beaucoup le travail en équipe et de se poser. Et quelque chose autour des compétences qui est que finalement, questionner correctement un agent conversationnel, ça peut donner de bonnes entre guillemets réponses ou pas. Donc on voit tout le champ des compétences à développer. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange que j'espère clarifiant pour ceux et celles qui l'écouteront. Rapprochez-vous les uns les autres, posez-vous des questions et surtout, en fait, si j'avais qu'une chose à vous proposer, c'est accepter que vous soyez dans la crainte, si vous l'êtes, pour poser noir sur blanc ce qui vient être questionné pour
tenter de trouver des réponses et vous mettre en mouvement, comme le disait Cécile. Non, Et c'est Montaigne qui disait, pas moi. Ah pardon, c'est Montaigne, excusez-moi. Bah voilà, tu vois, voilà, j'avais une référence Cécile, je la monte d'un cran, je la mets à Montaigne. Je ne OK. fais que non, mais c'est intéressant parce que ça prouve, tu vois, Montaigne était déjà en mouvement à l'époque, en matière éducative, et elle a proposé plein de choses, intéressantes et oui, je pense qu'il faut vraiment être en mouvement ensemble parce que ça rassure aussi, ça permet de se dire: «Bah, finalement, il y a pas que moi qui se pose des questions, il y a pas que moi qui ai peur», et rien que de faire cette démarche-là, c'est quand même rassurant. Tout à fait, complètement. De se dire qu'on est ensemble dans le même bateau. Alors ça va peut-être tanguer, mais bah, on est dans le bateau. Ouais, montons dans le bateau. Voilà. Merci vraiment beaucoup à toutes les 2 pour cet échange. Merci à toi de nous avoir laissé, nous exprimer sur ce sujet qui, pose question et débat. À très bientôt. À très vite. À très vite.